Bonjour Laurence Perrault, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Heureux de vous accueillir, vous êtes donc la secrétaire générale de Danone. J'ai une question qui est à la fois simple et ultra vaste. Le sens de ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale, environnementale, pour un groupe comme Danone, ça se relie à votre histoire d'une certaine façon? Merci de me poser cette question parce que j'avais effectivement envie peut-être de vous raconter l'histoire de Danone qui s'inscrit dans le patrimoine, dans le cœur des Français en réalité, et ça depuis plus de 100 ans aujourd'hui, avec au cœur de notre modèle, la santé par l'alimentation. Donc ça engage et ça demande une responsabilité extrêmement forte. Et il y a quelques jours, on a même fêté un autre anniversaire, c'est les 50 ans de ce que l'on appelle chez nous le discours de Marseille, où Antoine Riboud a posé à l'époque que nous n'avons qu'une seule vie, qu'une seule santé et que nous sommes responsables de cette santé, de cette vie. Donc, il a posé donc un nouveau modèle d'entreprise unique et je peux dire, je crois aujourd'hui encore qu'il est unique. C'est un double projet chez Danone. On doit à la fois servir l'économie et le social, et c'est totalement imbriqué. Oui, donc on est dans un mouvement, le mouvement des entreprises à impact, la loi Pacte, les raisons d'être, les entreprises à mission. Finalement, il y a 50 ans, il y avait non seulement cette intuition, mais cette volonté qui était exprimée. Ça prend combien de temps après, entre le moment où il y a la décision d'un patron d'embarquer son entreprise, son groupe, et puis les premiers effets ou les effets à long terme? À la fois, ça prend du temps et c'est tous les jours qu'on doit renouveler nos vœux, ce vœu de faire à la fois de l'économie et du social, et on peut rajouter aujourd'hui de l'environnemental et du sociétal. Et c'est aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, un des grands défis, et notre défi, de faire vivre en fait cette volonté d'Antoine Riboud, qui était prolongée par Franck Riboud, en internationalisant l'entreprise autour de la santé par l'alimentation, de concentrer nos portefeuilles de marques. En France, c'est 26 marques qui ont la santé au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, avec réchauffement climatique, gestion des ressources limitées, il faut tous les jours repenser notre modèle pour faire vivre en réalité cette grande histoire, cette grande ambition qu'on a posée il y a plus de 50 ans. Ça avait été aussi prolongé par Emmanuel Faber. Son départ a été perçu comme un retour aux fondamentaux du business et de la réalité du marché imposé par les actionnaires. C'est évidemment caricatural ce que je dis, mais voilà, ça a été... Est-ce qu'il y a eu une rupture ou au contraire, vous nous parlez de continuité? Non, pas du tout. Effectivement, après Franck, Emmanuel a posé cette formidable ambition d'être une société à mission, la première en France. Nous sommes même une bicorp, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il fallait que l'extérieur valide ce projet. Donc nos 26 marques, en France, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires qui est sous l'ombrelle bicorp. Et évidemment, les nouveaux dirigeants aujourd'hui poursuivent cette histoire. Donc des chapitres se ferment les uns après les autres, mais l'histoire continue plus que jamais. Ouais, quelques chiffres, 6500 collaborateurs, 25 implantations, 13 sites de production, près de 2000 agriculteurs et éleveurs partenaires, on en parlera évidemment en détail, et puis vous l'avez dit, près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Toutes les marques certifiées Bicorp en France, ça veut dire quoi ça? Parce que le certificat Bicorp, on l'a évoqué plusieurs fois dans cette émission, c'est peut-être le plus exigeant, en tout cas l'un des plus exigeants. Donc vous avez fait quoi? Vous avez commencé par des marques pour lesquelles c'était peut-être plus simple, vous saviez que vous pouviez y arriver plus vite. Quelle a été la démarche? Alors ce qui est intéressant avec Bicorp, c'est deux choses. Vous le rappelez, c'est un des labels les plus exigeants, et quand on s'appelle Danone, qu'on est pionnier, qu'on est leader sur nos marchés, on doit prendre les standards les plus exigeants. Et c'est un standard aussi qui nous oblige au progrès. Donc ce qui est intéressant pour Danone, c'est de faire progresser le progrès. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons aussi un think tank qui s'appelle Entreprise et Progrès, auquel nous adhérons, que nous avons même créé il y a 50 ans, pour avoir cette démarche de progrès. Parce que oui, c'est pas un aboutissement le label, c'est un rendez-vous régulier pour voir comment on progresse. Absolument. Et à chaque fois, tous les 3 ans, vous devez recertifier vos marques. Et donc ça veut dire qu'il faut progresser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le label, vous ne pouvez pas vous endormir sur vos lauriers. Donc, et c'est ça qui est intéressant parce que chaque période apporte des nouveaux défis. Et donc ce label nous permet d'essayer de répondre à ces nouveaux défis. Avec l'idée d'une offre végétale de plus en plus large, est-ce qu'on peut dire ça? Alors, en fait, quand on regarde les recommandations d'ailleurs des autorités, on doit rééquilibrer notre alimentation. C'est bon pour notre santé et c'est bon pour la santé de la planète. Donc le végétal fait partie d'une possibilité de pouvoir rééquilibrer les protéines animales et les protéines végétales. Nous, on est pour le monde du « et ». Les hommes et les femmes, le végétal et l'animal, l'eau minérale naturelle et aussi toutes les formes d'eau. Et on verra, pour apporter de l'eau, c'est le propos de Clara Mottier tout à l'heure. Donc on cherche des nouvelles façons de faire coexister ces mondes qui nous permettront de vivre durablement sur notre planète. Alors il y a la question du Nutri-Score, parce que le Nutri-Score, il a
n'a pas été si facile à imposer au secteur. Aujourd'hui, ça y est, il est dans nos habitudes de consommation. Il est présent sur tous vos produits. Il y a combien de produits Nutri-Score A ou B? C'est quoi le positionnement de Danone par rapport à ça? Alors d'abord, on a été une des premières entreprises à participer au groupe de travail pour élaborer le Nutri-Score, et on a tout de suite dit que quels que soient les résultats qui soient confortable pour nous pas, on apposerait le Nutri-Score. Ouais. Et on l'a fait, on a été la première entreprise à le faire. Et donc on l'a fait au fur et à mesure sur l'ensemble de nos produits laitiers et végétaux. Ça nous a conduit à réfléchir à la transparence, c'est-à-dire que nous devons de la transparence aux consommateurs, et à revoir nos recettes, effectivement, parce qu'on a un engagement d'avoir des recettes toujours moins sucrées, moins salées, avec moins de gras. Et donc on pilote les recettes, mais pour qu'elles soient toujours aussi bonnes. Mais oui, alors ça c'est un vrai défi. C'est un vrai défi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus heurter le goût des consommateurs qui sont habitués qui sont parfois fidèles à un produit depuis des années. Comment vous faites ça? Alors on l'accompagne progressivement, mais on sait que le suivi de la santé est tellement central que de toute façon nous devons y arriver. Et quand vous regardez les produits d'aujourd'hui, ce ne sont pas du tout ceux que nous consommions il y a encore quelques années. Et avec la même marque. Et avec les mêmes marques, on redéfinit les recettes pour qu'elles soient toujours plus responsables. Et aujourd'hui, on a 90% de produits qui sont A ou B. On n'a aucun produit en E. Donc on a vraiment cette volonté de faire et du plaisir et de la santé. C'est vraiment toujours ce « et » qui sont les défis, des grandes équations pour les entreprises. Mais ça veut dire que, parce que vous nous l'avez dit, ça fait 50 ans que vous êtes dans cette démarche, le sucre et le gras, c'était quoi? Parfois une facilité, ou c'était le goût qui s'y était tellement habitué qu'on avait du mal à faire autrement? Il y avait effectivement le goût, et d'ailleurs c'est une notion qui est très différente d'un pays à l'autre. Donc en Espagne par exemple, ils mangent beaucoup plus sucré, dans les pays de l'Est également. Donc en fait on doit accompagner nos populations à se déshabituer au sucre, mais il faut quand même qu'on ait des produits goûteux, parce que le plaisir fait partie aussi de l'alimentation, et encore plus en France. Alors on parlera du vrac évidemment tout à l'heure, mais je voudrais quand même qu'on consacre une partie de cet entretien aux emballages. Vous les annoncez 100% circulaires d'ici 2025. Alors vous en êtes où aujourd'hui, et puis ça veut dire quoi un emballage 100% circulaire? D'abord, on a une responsabilité énorme, c'est d'apporter de l'alimentation de façon emballée, parce qu'il faut bien que vous puissiez consommer nos produits. Par contre, la responsabilité... Il y a un enjeu de sécurité qui est évidemment majeur quand on décide de changer l'emballage. Sécurité alimentaire, c'est clé. Et puis praticité aussi. Il faut bien que vous mangez un yaourt, et donc que ce soit contenu dans un emballage. En revanche, on a bien conscience des enjeux, notamment CO2, donc carbone, et donc nous devons décarboner progressivement et de façon accélérée notre production. Donc on est engagé dans cet grand défi de l'économie circulaire. Et dans l'économie circulaire, ça veut dire que tous nos emballages doivent être recyclables, compostables ou réutilisables. Et donc on doit réfléchir au format, réfléchir aux usages, on le verra tout à l'heure avec la fontaine à eau, et donc il y a une course contre la montre absolument phénoménale dans laquelle nous sommes engagés. Et donc je repose la question, si c'est arrivé à 100% d'ici 2025, aujourd'hui vous en êtes à, parce que c'est demain, vous en êtes à quoi, 70, 80, 85%? Alors c'est un chemin absolument incroyable, et en fonction des marchés, la maturité n'est pas la même. Dans les eaux par exemple, nous avons toutes nos petites bouteilles d'eau qui sont 100% en plastique recyclé. Dans les yaourts, on a certaines de nos gammes qui sont déjà dans des emballages recyclés également. C'est un défi technologique immense, parce que on doit avoir accès à une matière qui elle-même est recyclée. Donc on est aussi responsable de créer les filières. Donc on est sur cette feuille de route pour faire basculer progressivement tous nos emballages vers cette nouvelle économie circulaire. Et il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs solutions, et tout ne marche pas. Il faut être ouvert d'esprit, quoi. Et il faut... C'est de l'argent aussi, c'est de l'investissement. Il faut tester des solutions. Mais en même temps, nous, on pense que c'est la nouvelle économie de demain qui va créer aussi des emplois, parce qu'on est en train de construire des entreprises qui vont pouvoir permettre ce recyclage des emballages. Donc c'est aussi très positif de se dire que des entreprises comme Danone, et nous ne sommes pas les seuls, sont aussi pourvoyeuses de solutions. Alors on le disait, vous travaillez avec près de 2000 agriculteurs et éleveurs. Depuis 2016, j'ai vu le chiffre, mais je veux bien que vous nous le donniez, c'est combien d'argent pour accompagner la transition, la transformation agricole? Depuis plus de 10 ans à peu près, c'est 40 millions d'euros qu'on a investi pour la transition agricole. Vous avez raison, quand vous mangez un yaourt Danone, c'est 2000 éleveurs qui, 2 fois par jour, traitent des vaches. Et notre modèle, c'est un modèle ancré dans les territoires. Donc nous produisons en France. 90%
99% des produits Danone que vous mangez sont produits sur le territoire français et à 60 km de nos usines. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous avons une responsabilité immense pour transitionner avec eux vers une agriculture plus raisonnable. Et donc, qui capture le carbone dans le sol, qui s'occupe du bien-être animal et aussi qui s'occupe des nouvelles générations d'éleveurs pour leur permettre d'avoir un revenu décent. Et donc, on est engagé là aussi sur l'évolution du revenu des agriculteurs de plus 15% pour permettre à ces éleveurs de participer avec nous à cette grande transition et de rendre attractif toujours ce métier. Là aussi, il y a un objectif 2025, 100% des produits cultivés issus de l'agriculture régénératrice. Alors, ça veut dire quoi l'agriculture régénératrice? C'est pas le bio, c'est quoi cette définition? Alors, c'est 3 choses que j'évoquais. C'est d'abord le revenu des agriculteurs, c'est faire en sorte que les hommes et les femmes qui travaillent la terre vivent décemment. Et ça, c'est un enjeu majeur parce qu'il va y avoir un renouvellement de génération très important là, dans la décennie qui vient. Et nous sommes, par exemple, chaque année au Salon de l'agriculture avec les agriculteurs pour travailler sur ces nouveaux programmes et pour eux en particulier. Donc ça, c'est le revenu. C'est le revenu. Le bien-être animal. Donc, on est engagé et ça, c'est pas négociable. Et la troisième chose qui est complètement d'actualité, c'est la capture du carbone dans le sol et donc c'est la préservation des sols. Et vous savez que l'agriculture chez Danone, par exemple, ça représente plus de 50% de nos émissions carboniques. Donc on est absolument engagé pour faire partie de la solution là aussi. Et ça passe, parce que vous avez parlé d'investissement, c'est souvent un processus long. On parle d'agriculture, on parle de nature, on parle du vivant, donc ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Alors, ça prend combien de temps? Et ça prend, par exemple, pour transformer une ferme qui soit en agriculture régénératrice, c'est au moins 3 ans. Donc nous, Danone, on accompagne ces agriculteurs pour acheter leur production pendant ces 3 ans, parce qu'il y a des essais, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, et donc il faut les accompagner. Donc ça, on est dans la durée. Et nous avons donc des contrats avec eux à long terme. On a été les premiers sur le marché à contractualiser avec ces éleveurs, qui ne sont pas nos éleveurs, puisqu'ils sont indépendants. Et donc, on a des contrats à 5 ans que l'on nous renouvelle et qui intègrent ces nouveaux défis. Et en fait, c'est tout l'écosystème qu'il faut qu'on travaille, qui travaille avec nous pour trouver les solutions de demain en réalité. Je voudrais donner un exemple d'accompagnement pour terminer cette première partie, celui de la marque Blédina avec les poires Williams. Elles étaient en danger, les poires Williams? Les poires Williams, si on ne s'en était pas occupé, disparaissaient parce que d'abord, les poires, c'est beaucoup plus coûteux à travailler que les pommes. Et la poire Williams en particulier. Donc, c'est un formidable projet avec Blédina de pouvoir replanter des poires Williams pour que les parents continuent à pouvoir s'offrir des petits pots Blédina poires qu'on aime beaucoup avec cette fameuse poire Williams. Et avec une rémunération des agriculteurs qui, là aussi, a été repensée? Absolument, pour leur permettre de faire cette transition. On accompagne également les agriculteurs sur leur revenu. Et aussi, sur nos petits pots Blédina, on a un programme de réemploi pour récupérer le verre des petits pots. Vous voyez, on travaille à la fois sur la santé des sols, mais aussi sur nos emballages. En fait, on essaye d'être sur tous les fronts. Alors, restez avec nous. On va, comme promis, parler de cette expérimentation, le vrac, pour remplacer les bouteilles d'eau en plastique.